Bonjour, peut-être simplement pour commencer, vous dire que oui, je suis d'accord pour partager ma présentation. Donc, ça me fera plaisir de la déposer. Alors, ce que vous voyez ici, ces arbres-là, ce sont des chênes lièges. Vous pouvez voir que leur écorce a été enlevée, probablement pour fabriquer des bouchons de liège pour nos bouteilles de vin. On retire environ 3 cm à la fois de l'écorce, mais il faut 9 ans pour que le chêne refasse son écorce. Produire cette matière première-là, le liège, c'est en quelque sorte le travail de cet arbre. Je propose que la matière première de l'intervenant sans jeunesse, ce sont ses émotions. L'intervenant sans jeunesse met quotidiennement ses émotions au travail. Alors, dans ma présentation, je propose de réfléchir sur comment l'intervenant effectue ce travail émotionnel, puis comment faire pour ne pas épuiser sa ressource. Donc, on va parler de travail émotionnel. Qu'est-ce que c'est le travail émotionnel? Je vais m'appuyer sur Hochschild qui a développé ce concept-là. C'est l'acte par lequel une personne tente d'afficher l'émotion socialement désirable dans le contexte. Alors, c'est de bon ton, par exemple, de réprimer un faux rire quand on est à des funérailles, ou bien d'amplifier une émotion quand ça convient, c'est-à-dire si je développe le cadeau de mon conjoint puis que je ne l'aime pas du tout, je vais essayer de montrer que je suis contente. Alors, il y a des règles dans l'expression des sentiments qui sont des normes implicites partagées socialement qui vont régir l'adéquation entre le sentiment et la situation. Pour l'intervenant en centre jeunesse, par exemple, vis-à-vis de la clientèle, il va devoir faire preuve d'intérêt, d'inquiétude, d'empathie, tout en supprimant parfois le dégoût d'être dans une maison insalubre, sa frustration que les choses n'avancent pas, son anxiété parce qu'il a peur du client. Vis-à-vis de l'institution, ça peut être, par exemple, de défendre une décision administrative malgré la souffrance éthique qu'il va ressentir. Il y a deux façons de faire le travail émotionnel. Il y a le jeu en surface, c'est-à-dire exprimer sans ressentir. On va faire comme si. Et le jeu en profondeur, c'est ressentir l'émotion, c'est-à-dire changer l'émotion puis l'exprimer avec authenticité. C'est une citation d'une intervenante qui a participé à une de mes recherches. Quand je me fais agresser, je dois retourner au travail le lendemain. Ça fait partie de la job, mais dans la vraie vie, si quelqu'un m'attaque, cette personne-là n'aura plus le droit d'être en contact avec moi. Comment est-ce que je suis supposée réagir? En fait, ce qu'elle nous dit, c'est comment je suis supposée de le faire, ce travail émotionnel-là. Alors, la petite histoire du projet Tango. Alors, il y a quelques années, on m'a demandé d'aider des équipes en hébergement pour mieux accompagner les adolescents qui présentaient les caractéristiques du trouble de personnalité limite. Il s'est avéré que finalement, l'enjeu principal, c'était beaucoup les émotions que suscitait cette clientèle-là chez les intervenants. Alors, au lieu de penser à outiller pour les intervenants, pour faire les choses différemment que les adolescents, j'ai un peu changé le paradigme pour aborder cette demande-là. Au lieu de leur proposer des façons différentes d'intervenir, j'ai misé sur l'idée de soutenir le travail émotionnel des intervenants. Évidemment, les difficultés avec cette clientèle-là ne sont pas uniques aux intervenants en protection de la jeunesse. Donc, j'ai élaboré la formation Projet Tango qui vise à entraîner les intervenants à utiliser des stratégies de régulation pour eux-mêmes. Alors, de la même façon que dans les avions, on instruit les parents de mettre l'oxygène avant de le mettre aux enfants, l'idée, c'était de s'occuper des intervenants avant les jeunes. Et puis, évidemment, on a sorti un projet de recherche à cette formation-là pour évaluer les effets sur la motivation puis sur les habiletés à intervenir des intervenants. Alors, je ne vous donne pas tout le contenu de Tango, mais un des objectifs, c'était de changer les attitudes et les perceptions envers la clientèle en diminuant l'intentionnalité malveillante, en augmentant la compréhension du fonctionnement, parce que ça, les idées que les intervenants avaient de la clientèle suscitait beaucoup d'émotions difficiles. Et puis, pour la recherche, on l'a mesuré à partir
de l'échelle qui s'appelle le EATPL. Diminuer les interventions dépendantes de l'humeur, c'est-à-dire ce qu'on visait, c'est augmenter la conscience des émotions des intervenants, la conscience de leur urgence d'agir vis-à-vis de la clientèle, puis des stratégies de travail émotionnel. Alors, on a évalué les effets de la formation avec l'échelle des difficultés de régulation émotionnelle. Alors, on était bien excités de vérifier les effets, mais je vous dirais, ce qui était d'abord percutant, c'est les pré-tests, les réponses aux pré-tests. Percutant parce que, bon, cette formation-là, elle a été aussi donnée à des intervenants en première ligne. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les réponses des intervenants en protection de la jeunesse par rapport à ceux de première ligne démontraient, les intervenants en protection de la jeunesse démontraient ou rapportaient beaucoup de facilité à réguler leurs émotions. Alors, tout ça nous a vraiment percuté, puis ça m'a amené à réfléchir sur le travail émotionnel des intervenants. Je vais vous montrer une petite vidéo, j'espère qu'elle va bien fonctionner. Dans le test tantôt, ça n'a pas été super. C'est une petite vidéo avec laquelle je commence la formation Projet Tango. Alors, pendant que vous la regardez, je vais vous demander, comme aux intervenants qui font la formation, d'observer et de décrire tout ce qui se passe, tout ce que vous pouvez observer pendant la vignette. À part de me faire chier de même, là, je vous le dis, je vais me tuer. C'est ça que vous voulez, hein? Je vais me tuer, esti, je vais me tuer. Mais câlisse, crève-moi patience! Alors, je vous dirais que typiquement, les intervenants, ils sont excellents pour observer ce qui se passe avec la jeune. Ils vont porter leur attention sur est-ce qu'il y a des risques à se saisir d'un objet qui pourrait menacer ma sécurité? Est-ce que les autres jeunes de l'unité sont en sécurité? Mais je vous dirais que dans 99% du temps, il n'y a aucun participant qui a rapporté ce qu'il avait observé de ce qui se passait à l'intérieur de lui. Alors, la première étape pour faire le travail émotionnel, il faut d'abord être dans l'équation. C'est-à-dire, il faut que l'intervenant soit en contact avec ce qui se passe en lui pendant qu'il intervient. Ce qui nous fait penser aussi, l'hypothèse qu'on a eue, c'est que le travail émotionnel de l'intervenant en protection de la jeunesse se fait surtout par le jeu en surface. C'est-à-dire résister à exprimer l'émotion véritable, cacher ce qu'il ressent vraiment, prétendre avoir une émotion qu'il ne ressent pas. Alors ici, je vous la laisse lire, on est une intervenante qui résiste à exprimer l'émotion véritable. Et puis celle-ci prétend avoir une émotion qu'elle ne ressent pas. Alors, tout ça nous amène à réfléchir. Ce que la littérature nous dit, c'est que le jeu en surface, cette façon-là de faire le travail émotionnel, prédit l'épuisement professionnel, est associé fortement à l'insatisfaction au travail, est associé à un environnement qui décourage l'expression d'émotions négatives. Les intervenants vont plus utiliser cette stratégie-là dans un environnement de travail qui décourage l'expression de l'insatisfaction, de la colère. Il y a aussi à considérer les règles de dévoilement. Les règles de dévoilement perçues par l'intervenant déterminent la stratégie de régulation qu'il va utiliser ou la stratégie de travail émotionnel. Puis, il y a parfois dans certains milieux des prescriptions formelles ou informelles pour l'expression des sentiments. On se rappelle l'omerta qui a été dénoncée lors de la commission Laurent. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est le cas en protection de la jeunesse, qu'il y a des prescriptions sur la façon d'exprimer ce qu'on ressent comme intervenant? Les facteurs de protection, vous allez voir, ça rejoint beaucoup ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Un climat d'authenticité entre collègues, c'est-à-dire être capable, entre collègues, de pouvoir partager ses véritables émotions.
Le soutien du superviseur a été démontré que ça diminue le jeu en surface. La pleine conscience de ses émotions, l'auto-soin, avoir de bonnes habitudes de vie, des habitudes de travail, travailler en équipe, moduler le caseload, équilibrer travail, vie personnelle. Ce sont des facteurs de protection. Maintenant, penser à un environnement capacitant, moi aussi, je me suis appuyée sur l'ergonomie. Alors, au sens de Falzon, l'environnement capacitant, il doit avoir une dimension préventive, c'est-à-dire qu'il anticipe ce qui est nuisible, puis il permet le développement du travailleur, c'est-à-dire qu'il permet d'apprendre d'une façon continue, d'élargir ses possibilités d'action ou, comme le disait Nathalie, augmenter sa marge de manœuvre. Alors, j'aime souvent comparer le travail des intervenants en protection de la jeunesse aux pompiers. On est tous d'accord qu'un pompier, il doit avoir le meilleur équipement possible. On voit sur la photo combien ça coûte un équipement de pompier. Puis, il se compare à l'intervenant en protection de la jeunesse parce qu'il est exposé lui aussi à des situations à risque. Il fait face à l'imprévisibilité. Il intervient en contexte d'intensité émotionnelle, puis il doit prendre des décisions sans avoir toute l'information. Puis, il est évidemment à risque de se brûler, comme l'intervenant en protection de la jeunesse. Alors, dans le travail des pompiers, on a bien compris toutes ces dimensions-là, puis on a mis dans son dispositif de travail ce qu'il fallait pour qu'il fasse bien son travail. C'est-à-dire, le pompier a besoin d'être fort physiquement. Alors, dans son environnement de travail, il y a des équipements d'entraînement. On lui donne le temps, on va débriefer après un feu, puis même il peut avoir des congés. Alors, la formation Projet Tango, l'idée derrière ça, c'était d'offrir un équipement de haute technologie aux intervenants en protection de la jeunesse. Donc, de la formation. Alors, un environnement capacitant pour l'intervenant en protection de la jeunesse, ça serait un environnement qui valorise l'authenticité, qui prévient les blessures émotionnelles. On a dans les lois et les règlements sur le travail, par exemple, des normes d'exposition au bruit. On ne peut pas dépasser tant de décibels ou être exposé à tant de décibels pour un certain nombre de temps, ou pas être exposé à certains produits toxiques. On pourrait réfléchir à des normes d'exposition aux situations émotivement exigeantes. Un environnement capacitant aussi pourrait prévoir un espace pour s'entraîner au travail émotionnel, c'est-à-dire offrir de la supervision. Puis quand je parle de supervision, c'est d'une manière un peu différente de la discussion de cas ou d'une discussion sur combien de dossiers tu as fermés dans la période. Mais une supervision de cas où le cas dont on discute, c'est l'intervenant. C'est-à-dire, pas seulement comment vont tes cas, mais toi, comment tu vas. Et puis, évidemment, de la formation. Je vous remercie.